L'histoire humaine est souvent perçue comme une suite complètement chaotique d'événements. Ouais, un enchaînement de hasards, quoi. C'est ça, des batailles imprévisibles, des traités de paix signés à la hâte, des crises économiques soudaines ou des innovations qui sortent un peu de nulle part. Mais et si tout ça en réalité suivait un rythme caché? Une sorte de métronome indisible. Exactement. Un métronome qui dicterait l'ascension, la mutation et finalement la chute de nos plus grandes utopies politiques et religieuses. C'est le point de départ vraiment vertigineux de notre plongée analytique d'aujourd'hui. Et c'est un sacré programme. Ah bah je suis fascinée par le sujet. L'objectif pour ceux qui nous écoutent, c'est de décortiquer un article absolument passionnant issu du site astrologiemondiale.com. L'auteur propose une grille de lecture de l'histoire qui ne s'appuie pas du tout sur les archives politiques classiques, mais sur le ballet incessant de deux planètes géantes, Saturne et Neptune. Et c'est une approche qu'elle mérite de bousculer totalement nos habitudes analytiques. Au lieu de regarder l'histoire de bas en haut, tu sais, depuis les actions humaines, le texte propose de la regarder de haut en bas. Depuis les étoiles, littéralement. Voilà. L'idée centrale, en fait, c'est d'observer comment les rencontres dans le ciel, ce qu'on appelle les conjonctions, entre ces deux planètes très spécifiques, semblent scander l'évolution des grandes idéologies. Et on parle particulièrement des idéologies qui ont une dimension mystico-religieuse. Ou du moins une très forte composante utopique, celles qui promettent de remodeler le monde de fond en comble. C'est exactement ça. Bon, décortiquons un peu tout ça, car l'accroche de ce texte, ce qui justifie qu'on s'y plonge avec autant d'attention aujourd'hui, c'est une anomalie astronomique prévue pour très très bientôt, février 2026 pour être exact. Ouais, c'est littéralement demain à l'échelle historique. L'auteur affirme qu'une conjonction rarissime qui ne s'est pas présentée sous cette forme depuis plus de 2000 ans est sur le point de se produire. Selon sa théorie, ce prochain battement de métronome marquerait l'émergence concrète et potentiellement très explosive d'une toute nouvelle idéologie politico-religieuse. Alors, avant de plonger dans les rouages de cette horloge cosmique, il est indispensable de poser une ligne de conduite claire pour notre discussion. Oui, c'est super important de le rappeler. Il ne s'agit pas du tout ici de valider l'astrologie comme une science exacte. C'est pas notre but. Il ne s'agit pas non plus de prendre parti pour ou contre les mouvements historiques abordés par l'auteur, qu'il s'agisse du communisme, du protestantisme ou du libéralisme. On reste neutre. Totalement neutre. L'exercice, qui est super stimulant intellectuellement, consiste à observer avec objectivité comment ce système de pensée fait coïncider des configurations astrales très spécifiques avec des bouleversements majeurs de l'histoire humaine. On est là pour analyser la mécanique d'une théorie, pas pour la valider religieusement, quoi. Le cadre est posé. Et c'est fondamental de le garder en tête tout au long de cette exploration pour notre auditoire. Pour comprendre la nature de la secousse annoncée pour 2026, il faut d'abord s'approprier les règles de ce fameux métronome idéologique. C'est la base, oui. Comment ça fonctionne, concrètement ? Le concept de base repose sur la mécanique céleste. Saturne et Neptune, qui sont des planètes dites lentes, se rencontrent au même point du zodiaque environ tous les 35 à 36 ans. Et la théorie souligne que c'est pas juste une série de rencontres aléatoires, mais de véritables cycles fermés. Il y a un début, un milieu et une fin, qui rythment littéralement la vie d'une idéologie. Et c'est là que la méthodologie devient particulièrement structurée. Ah oui, très rigoureuse même. Selon les règles édictées dans la source, un grand cycle idéologique ne commence pas n'importe comment. Il débute toujours par ce qu'on appelle une triple conjonction. Alors attends, une triple conjonction pour visualiser la chose, c'est comme une illusion d'optique depuis la Terre, c'est ça ? C'est exactement ça. Les deux planètes s'alignent, puis, à cause de la rétrogradation apparente, le fait que la Terre tourne plus vite et donne l'impression que les autres planètes reculent, elles semblent s'éloigner légèrement avant de s'aligner à nouveau, et ce, 3 fois de suite, sur une courte période. Une vraie valse en 3 temps. Voilà, et cette danse, qui se produit le plus souvent dans les signes des Poissons ou du Verseau, marque la naissance d'un grand courant d'idées. La graine est plantée. C'est ça. Ensuite, au milieu du cycle, une autre triple conjonction survient, généralement en Scorpion ou en Balance. Ça, c'est le moment de la mutation. L'idéologie évolue, elle se structure souvent face à des crises. Et la fin du cycle. Eh bien, le cycle s'éteint. Il se clôture toujours par une conjonction simple, souvent dans le signe du Sagittaire ou du Capricorne. Et c'est justement cette mécanique si bien huilée depuis des siècles qui rend l'échéance du 20 février 2026 si anormale, en fait. En lisant l'article, j'ai eu l'impression que toutes les règles millénaires volaient soudainement en éclats. C'est le cas. Ce qui est captivant ici, c'est l'accumulation d'anomalies mathématiques et symboliques pour cette date précise de 2026. Vas-y, explique-nous.
Contrairement aux naissances de cycle habituelles qui nécessitent cette fameuse danse de la triple conjonction, 2026 n'offre qu'une conjonction simple, un seul contact direct. Boum. Juste une fois. Ouais. Sur les 2000 dernières années, l'auteur note que cela ne s'est produit que très très rarement pour ouvrir un cycle. En l'an 53 et en l'an 878. C'est tout. Donc, en gros, après 2000 ans de rencontres tranquilles et bien réglées, souvent en Poisson ou en Verseau, Saturne et Neptune décident de faire un mosh pit astrologique en plein Bélier. Un mosh pit. J'adore l'image, c'est tout à fait ça. Parce que c'est ça la vraie dinguerie du texte. Cette rencontre de 2026 se fera dans le signe du Bélier. L'auteur dit que c'est une première historique sur 2 millénaires. Il qualifie même cette configuration d'explosive et dangereuse. Et l'explication technique permet de bien saisir cette notion de dangerosité selon les règles de l'astrologie mondiale. En fait, tout au long de l'année 2025, Saturne et Neptune vont naviguer à la frontière extrême entre les signes des Poissons et du Bélier. Elle se tourne autour, quoi. C'est ça, elles vont s'effleurer sans jamais former une conjonction exacte. La tension monte, le suspense s'installe. Et c'est seulement tout début 2026 qu'elles vont se percuter brutalement dans les tout premiers degrés du Bélier. Le signe de la guerre, de l'impulsion. Voilà. Or, une conjonction qui se forme exactement au moment d'un changement de signe, surtout vers le Bélier, qui est le premier signe du zodiaque, est réputée très violente. C'est là qu'intervient ce concept fascinant de l'orbe de 10 degrés mentionné dans l'article. Je trouve que c'est une clé de lecture indispensable. Tout à fait. Si on devait faire une analogie pour notre auditoire, c'est un peu comme la zone de souffle d'une explosion, n'est-ce pas, Evie? L'impact n'est pas limité à la seconde précise où la bombe explose. C'est une excellente métaphore. L'orbe de 10 degrés, en astrologie, ça signifie que l'influence gravitationnelle ou symbolique de cette rencontre possède une phase ascendante, un pic et une phase descendante. L'effet commence avant la rencontre exacte. Exactement. Concrètement, la zone de souffle dont tu parles débute dès le 7 février 2025. Elle atteint son paroxysme en février 2026 avec le choc direct et elle se dissipe lentement, disons jusqu'au 3 mars 2027. On parle donc d'une fenêtre critique de 2 ans durant laquelle il faudrait s'attendre à observer l'émergence politique, institutionnelle et potentiellement radicale d'une nouvelle idéologie. C'est la théorie, oui. Mais bon, pour vérifier si ce métronome tient la route, la meilleure chose à faire est de regarder en arrière. Testons la théorie avec le dernier grand cycle complet décrit par l'auteur, celui du communisme soviétique. Un cycle massif de 143 ans qui va de 1846 à 1989. Et le démarrage de ce cycle, c'est en vrai cas d'école. La naissance idéologique se situe précisément en 1846. Là, on a affaire à la règle classique. Une belle triple conjonction dans le signe du Verseau qui s'étale sur avril, septembre et décembre 1846. Et historiquement, ça donne quoi ? Si l'on superpose l'histoire politique à ce calendrier céleste, la coïncidence est bluffante. C'est l'année exacte où Karl Marx, tout juste expulsé de Paris, s'installe à Bruxelles. Les idées flottaient déjà dans l'air, non ? Bien sûr, les idées socialistes étaient là, mais c'est durant cette fenêtre astrale très précise que le concept intellectuel commence à s'incarner politiquement. Ça mène directement à la création de la Ligue des communistes en 1847 et à la rédaction du fameux manifeste publié début 1848. L'idée prend corps. Le métronome lance le premier battement. Et ensuite, l'histoire s'accélère considérablement. Et on arrive au point de bascule. Le fameux point de bascule qui survient en 1917. L'auteur pointe une conjonction, le 1er août 1917, dans le signe du Lion. Et honnêtement, la manière dont le texte encadre cet événement astronomique avec les soubresauts de l'histoire russe m'a vraiment fait tiquer. C'est très précis. Cette date du 1er août est littéralement prise en sandwich entre la Révolution de février, qui signe l'abdication du tsar Nicolas II, et la Révolution d'octobre, qui voit les bolcheviks de Lénine prendre le contrôle total. Et le symbolisme astrologique est fort ici. Mais carrément, sachant que le lion symbolise traditionnellement la royauté, l'autorité absolue, voir la chute d'un empire tricentenaire s'aligner sur cette conjonction, ça donne une résonance narrative incroyable à cette théorie. C'est là que l'auteur est fort. Et en avançant vers la deuxième partie de ce cycle, le métronome sonne l'heure de la mutation. On est au milieu du XXe siècle. La période de la guerre froide ? Exact. L'article identifie une nouvelle triple conjonction, cette fois en balance, qui s'étale de novembre 1952 à juillet 1953. Et la synchronicité historique est au rendez-vous, j'imagine ? Absolument. En plein cœur de cette configuration astrale, le 5 mars 1953, Joseph Staline meurt. C'est pas un petit détail, hein. C'est pas juste un décès politique, non. C'est un tournant sismique qui redessine complètement l'évolution, la déstalinisation et la mutation du bloc soviétique tout entier.
Le communisme change de visage. On arrive ensuite à la conclusion de ce cycle de 143 ans. Et honnêtement, c'est la partie la plus spectaculaire de l'analyse, je trouve. C'est le bouquet final. La fin de l'utopie communiste, selon ce rythme Saturne-Neptune, devait se terminer par une conjonction en Capricorne en 1989. Sauf que, fait exceptionnel, ce fut une triple conjonction. Toute l'année 1989 est sous tension. Une année de bouleversements mondiaux. Le parallèle que dresse l'auteur est vraiment glaçant. La deuxième conjonction a lieu en juin, encadrant au jour près le massacre de la place Tiananmen en Chine. C'est le moment exact où le modèle mute brutalement en Asie. On passe d'un communisme d'État strict à l'intégration d'un libéralisme économique féroce, tout en gardant le contrôle autoritaire. Mais le point d'orgue absolu, le dernier battement du cycle, se situe lors de la troisième conjonction, fixée mathématiquement au 13 novembre 1989. Et là, il suffit de regarder les livres d'histoire. C'est dingue. La chute du mur de Mérin a lieu le 9 novembre 1989. Il y a un écart de seulement 4 jours entre l'effondrement physique du symbole de la guerre froide, qui précipite la chute de toute l'Union soviétique, et la fin mathématique exacte du cycle planétaire. 4 jours. 4 jours. Sur un cycle de 143 ans débuté avec Marx, on tombe à 4 jours près. Il est intellectuellement très stimulant de voir des dates historiques aussi massives s'emboîter avec cette mécanique. Même en gardant un scepticisme total par rapport à l'astrologie, force est de constater que le cadre narratif tient vachement bien la route. Mais là où la théorie devient vraiment vertigineuse, c'est que l'auteur remonte encore plus loin. Ouais, il s'arrête pas au XXe siècle. Si le métronome a fonctionné pour le cycle communiste, reculons l'horloge. Qu'en est-il du grand cycle précédent ? Un cycle massif. Là, on parle de 286 ans. Il s'étire de 1523 à 1809. C'est énorme. De quoi parle-t-on pour cette période géo ? Ce cycle plus ancien est décortiqué par l'article comme étant celui de l'émergence du protestantisme et surtout de sa lente et profonde mutation vers ce qui deviendra le libéralisme politique et économique. Donc on passe de la religion à l'économie. Exactement. La jeunesse se trouve entre 1523 et 1524, marquée par une triple conjonction au poisson. Attends, historiquement, on sait que les fameuses thèses de Luther datent de 1517. Donc c'est un peu avant la conjonction, non ? Oui, tout à fait. Mais l'auteur explique que c'est au début de 1523 que l'idée marginale de Luther devient une véritable rupture institutionnelle. Le canton de Jülich, en Suisse, sous l'impulsion du réformateur Ulrich Zwingli, rompt officiellement avec l'autorité du Vatican. C'est le passage à l'acte politique. C'est l'étincelle institutionnelle, suivie immédiatement en 1524 par la grande révolte des paysans en Allemagne. L'utopie religieuse devient un bouleversement social. Le texte regroupe ensuite les événements en grandes aires thématiques. D'abord, on a l'ère des ruptures religieuses violentes. Le XVIe siècle, ouais. En 1559, il y a une conjonction en taureau. Et que se passe-t-il ? La mort tragique du roi de France Henri II. Ah oui, l'œil transpercé par une lance lors d'un tournoi. Oui, un accident d'une violence inouïe, et cet accident agit comme un détonateur politique absolu qui précipite la France dans des décennies de sanglantes guerres de religion. Le chaos total. Ensuite, au battement suivant, en 1594, conjonction en Lyon. C'est l'année du sacre d'Henri IV, l'ancien chef du parti protestant qui a dû se convertir au catholicisme pour pacifier le royaume. Et c'est là que le cycle opère une transition fascinante. On quitte progressivement les guerres purement théologiques pour entrer dans une ère d'expansion urbaine et de mutation politique. L'idéologie évolue. Attends, une seconde. Sur ce point précis, j'ai besoin de faire l'avocat du diable pour ceux qui nous écoutent et qui lèvent peut-être un sourcil en ce moment. Je t'en prie, vas-y. L'auteur mentionne la conjonction de 1667 en Capricorne et il la relie au grand incendie qui a ravagé Londres à l'automne 1666. Oui. Relier un incendie urbain, même catastrophique, à l'orbite de Neptune et de Saturne, n'est-ce pas un peu tiré par les cheveux ? Comment justifier que le ciel provoque un feu accidentel dans une boulangerie ? C'est une objection tout à fait légitime, et c'est important de le clarifier. L'auteur ne prétend pas que les planètes ont allumé l'étincelle physique dans le four du boulanger. D'accord. Son argument se situe vraiment sur le plan symbolique et géopolitique. Londres était alors la grande capitale mondiale du protestantisme.
Cet incendie détruit les structures médiévales de la ville, ses vieilles rues étroites, ses vieilles églises. Et ça permet de faire table rase. Voilà, ça permet sa reconstruction selon des idéaux beaucoup plus modernes, commerciaux et bourgeois. C'est le moment symbolique où le mouvement initialement puritain et strictement religieux commence à muter en une idéologie d'organisation économique. Le libéralisme naissant? C'est ça, le feu détruit l'ancien monde religieux pour faire place à la capitale du libre-échange et de la finance moderne. Ah, d'accord. Je vois beaucoup mieux la logique interne de la théorie. L'idée, ce n'est pas le feu en soi, c'est ce qui est reconstruit sur les cendres. Exactement. Et ça explique la suite de l'argumentaire de l'article sur l'expansion urbaine. On voit cette idéologie prendre forme à travers la fondation de villes nouvelles sur d'autres continents. Le métronome continue de battre. La ville de Boston, par exemple, est fondée en 1630 par des colons puritains lors d'une conjonction en Scorpion. Puis, lors d'une conjonction en Bélier en 1703, c'est le tsar Pierre le Grand qui fonde Saint-Pétersbourg. Et là, le texte y voit une volonté manifeste d'imposer une vision libérale, européenne et moderniste face aux traditions conservatrices russes. Une idéologie importée, structurante. Et le dernier acte de ce cycle de près de 3 siècles, c'est l'éclatement politique face aux anciennes couronnes. L'apogée du libéralisme classique. Lors de la conjonction de 1738, le pape excommunie officiellement la franc-maçonnerie. Elle est vue par l'auteur comme le fer de lance intellectuel de cette idéologie libérale en Europe. Et ensuite, le métronome frappe très fort en 1773. Avec la fameuse Boston Tea Party. Absolument. Des habitants jettent la cargaison de thé britannique dans le port. Et pourquoi cet événement résonne-t-il avec notre fameux cycle Sino? Parce que c'est le moment précis où la quête d'autonomie spirituelle protestante, qui a débuté avec Zurich, s'est transformée en quête d'autonomie fiscale et politique. Pas de taxation sans représentation. C'est l'acte de naissance de la Révolution américaine. L'utopie religieuse est devenue une constitution politique. Et la grande boucle s'achève définitivement en 1809 sous une dernière conjonction en Sagittaire. La fin du cycle. Le point final, c'est le déclenchement des soulèvements en Amérique du Sud contre l'Empire espagnol, mené par des figures historiques comme Simón Bolívar. Et le détail qui tue, souligné par l'article, Bolívar était lui-même franc-maçon. Tout se recoupe. L'idéologie libérale, qui a mis près de 300 ans à mûrir depuis les thèses de Zwingli à Zurich, fournit finalement le socle idéologique à tout un continent pour réclamer son indépendance. Fin du grand cycle. Si on prend un peu de recul sur tout ça, la démonstration offerte par cette source est d'une grande rigueur structurelle. Ouais, c'est indéniable. Que l'on perçoive cette horloge de 36 ans comme une véritable influence gravitationnelle des astres, comme un puissant outil psychologique pour structurer le temps historique a posteriori, ou simplement comme de pures coïncidences statistiques savamment ordonnées, La fresque reste monumentale. monumental, c'est le mot. Des utopies émergent, elles construisent des institutions, elles mutent face aux crises, provoquent des révolutions et finissent par s'épuiser pour laisser place au cycle suivant. Mais le texte fait une distinction absolument cruciale et il faut bien la marteler pour ceux qui analysent cette théorie avec nous. Les idées ne tombent pas du ciel le jour précis d'une conjonction astrale. C'est vraiment le cœur de l'argument, car le Marx n'a pas inventé le concept de lutte des classes un mardi matin en regardant Saturne croiser Neptune. Pareil pour Luther et les aspirations libérales. Exactement, les colères paysannes existaient bien avant. Ce que la théorie avance, c'est que la conjonction agit comme un formidable catalyseur. C'est un moment de cristallisation. Une fenêtre de tir. Les idées sont comme des éléments chimiques en suspension dans la société. L'alignement astronomique correspondrait à la période où ces idées marginales trouvent soudainement l'énergie collective, les leaders charismatiques et l'opportunité géopolitique pour s'incarner dans le monde réel de façon explosive. Et cette idée de cristallisation nous ramène inexorablement comme un boomerang à cette fameuse anomalie de l'année 2026 dont on parlait au tout début. Ah, on y revient. La zone de souffle, l'orbe de 10 degrés, commence dans à peine quelques mois, début 2025. C'est demain. Et n'oublions pas les règles qu'on a établies. Cette fois-ci, ça se passe en bélier, le signe de l'élan brutal, de l'impulsion. Et avec une seule conjonction sèche, un seul choc direct, sans la petite danse habituelle de la triple conjonction. Si l'on applique scrupuleusement le modèle de l'auteur à notre époque contemporaine, la conclusion logique est assez vertigineuse. Dis-nous tout. La graine de la prochaine grande ère civilisationnelle, celle qui va structurer les 200 prochaines années, elle est déjà plantée. Elle est là, sous nos yeux. Quelque part dans les angles morts de notre société actuelle, il y a un truc qui bouillonne. Ça peut prendre n'importe quelle forme, non? Complètement. Peut-être sous la forme d'un groupuscule technologique, d'une nouvelle approche écologique radicale, ou d'un mouvement philosophique totalement marginal aujourd'hui.
Mais une nouvelle idéologie à dimension utopique attend son moment de bascule pour se matérialiser institutionnellement. Et c'est une pensée finale redoutablement provocatrice pour quiconque s'intéresse un tant soit peu à la marche du monde. Ouais, Quelles sont ces idées discrètes que la majorité considère aujourd'hui comme totalement irréalistes, utopiques, voire extrêmes, et qui circulent sous le radar? Lesquelles pourraient, à la faveur de ce mystérieux mosh pit céleste de 2026, muter violemment pour devenir la norme politique et sociale structurante des prochains siècles? c'est la grande question. Face au brouhaha de l'actualité quotidienne, cette métaphore du métronome cosmique invite incontestablement à observer les signaux faibles de notre société avec une acuité nouvelle. C'est toute la puissance de ce type de lecture alternative de l'histoire. Elle nous force à lever le nez de l'immédiateté, tu vois, des réseaux sociaux, des crises passagères, pour envisager les temps très longs. Le temps géologique presque? Voilà. Que l'horloge soit accrochée dans les étoiles ou qu'elle soit simplement le reflet des rythmes profonds de la psychologie des foules, l'invitation à la vigilance intellectuelle et à l'esprit critique reste exactement la même. Une conclusion parfaite pour clôturer cette exploration hors des sentiers battus. C'est toujours un plaisir immense de décortiquer des grilles de lecture aussi inattendues et de voir comment des concepts abstraits peuvent éclairer différemment des pans entiers de notre histoire commune. Un vrai plaisir partagé. Merci à notre auditoire d'avoir suivi ce fil de pensée jusqu'au bout, en gardant, comme toujours, l'esprit ouvert et la curiosité en alerte. On se retrouve très bientôt pour plonger ensemble au cœur d'un nouveau sujet passionnant.